Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Eh bien, nous sommes le jeudi 5 mars 2026 et nous revoilà à l'Indiana Café pour notre émission Radar numéro 176 intitulée Faut que ça saigne et sous-titrée Ne pas se laisser abattre. Alors, je dédie cette émission à mon ami Bilbo, avec lequel je partage une fraternelle promenade en bord de Seine tous les midis. Alors, comme d'habitude, je vais commencer cette émission par une citation, et cette fois-ci c'est une citation de Léonard de Vinci, autodidacte hétérodoxe, né en 1452 et mort en 1519. Et je cite donc Léonard de Vinci: « J'ai très tôt renoncé à la viande, et un jour viendra où les hommes tels que moi proscriront le meurtre des animaux comme ils proscrivent aujourd'hui le meurtre de leurs semblables. » Fin de citation. Alors, si Leonardo da Vinci était né en Iran au début de l'actuel cruel siècle néo-féodal, sa vie se sera achevée très tôt, publiquement pendu à une grue de chantier en tant que présumé homosexuel. Combien d'êtres humains ont ainsi été sacrifiés sur l'autel du conformisme confessionnel, voire pour non-respect de la ligne d'un parti unique, par des criminels et par leurs fanatiques nervis, dont les cruelles pratiques sanguinaires ont toujours eu pour unique but d'obtenir la soumission totale de populations par la terreur qu'elles inspirent. Un richissime nationaliste élu, soupçonné de viol pédophile, se revendiquant chrétien, assassine en le bombardant le sanguinaire dictateur nationaliste d'une théocratie, qui se revendique musulmane et républicaine, et tue, par la même occasion, son gendre, sa fille et sa petite-fille. Et là, eh bien, je vous montre ce dictateur confessionnel en très bonne compagnie avec M. Pierre Gattaz. Donc ça, c'était en janvier 2016, à une réunion du MEDEF, et on voit par là même que l'entreprise et notamment les grands patrons ont toujours été fascistes et n'ont jamais vu aucun problème, surtout lorsqu'il s'agit de technologies comme le nucléaire, pour pactiser avec les pires salopards de la Terre. Souvenons-nous de Jacques Chirac serrant la main amicalement à son ami Saddam Hussein au moment de l'inauguration de la centrale nucléaire aux Irak que la France et le CEA avaient fabriqué en Irak et qui heureusement a été bombardé avant que le réacteur soit chargé par les Israéliens. Excellente compagnie. Excellente compagnie, effectivement. Alors les radicaux libres, ces nationalistes qui pratiquent la violence politique, qu'ils s'appellent Savak ou gardiens de la révolution en Iran, restent des chiens enragés pour toutes les populations. Les populations sont les captifs cheptels nationaux de bergers carnivores, dont les insatiables bouches avides de chair entonnent en chœur le même abominable credo international: faut que ça saigne. Nous avons les mêmes à la maison. Leurs diatribes bellicistes excitent leurs nervis rabat-joie nationalistes bas du front rassemblés contre l'ennemi. Comme le préconisait, étonnamment, M. Cyclopède, dans sa minute intitulée « Respectons la beauté de la guerre en apprenant à reconnaître l'ennemi », à la guerre, il est très important de reconnaître l'ennemi, car sans ennemi, la guerre est ridicule. Comment reconnaître l'ennemi? C'est simple. L'ennemi a des oreilles, il n'est pas contagieux, mais il est héréditaire. Il est sot. Il croit que l'ennemi, c'est nous, alors que c'est lui. Fin de citation. Deux dangereuses sectes partisanes nationales, de droite et de gauche, promeuvent la radicalité politique viriliste. Leur discours transpire le mépris de classe. Leurs gourous insultent des journalistes, contestent des décisions de justice, menacent des magistrats. Les déchéances électorales auxquelles participent tous ces va-t-en-guerre enterrent régulièrement et constitutionnellement nos rêves de paix sociale,
dans leurs urnes funéraires nationales et intergouvernementales. Un esclave ne s'affranchit jamais en changeant de maître. Que le maître soit élu au suffrage universel indirect, comme aux États-Unis d'Amérique, ou que le maître ait pris le pouvoir par la force armée, comme Abdel Fattah al-Sisi en Égypte, après avoir fait tuer par ses sbires des milliers d'êtres humains en juillet 2013. Les maîtres décident de qui vivra et de qui mourra. Le 19 février 2026, le Premier ministre égyptien participait à la première réunion du Conseil de la paix. En tant que représentant du dictateur Abdel Fattah al-Sisi, à l'invitation du président Donald Trump, cette présence était justifiée par le rôle constant et central de l'Égypte en faveur de la stabilité régionale et de la promotion d'une paix globale et juste, selon la dialectique officielle de cette nouvelle association de bienfaiteurs de la mondialisation capitaliste en marche. Faut que ça saigne. Et là, je bois un petit coup, parce que j'ai la gorge sèche. Alors, les prises de 251 otages par le Hamas le 7 octobre 2023, mécontent de ne pas être partie prenante des négociations militaro-industrielles au sujet des ressources de gaz méditerranéen au large de Gaza, sont directement responsables du massacre de 1221 êtres humains, en majorité des civils. Faut que ça saigne. Les représailles de l'armée israélienne ont massacré plus de 67 000 êtres humains à Gaza, en majorité des civils, suscitant l'indignation de la majorité des populations israéliennes. Ce macabre bilan est malheureusement provisoire. Faut que ça saigne. Le bilan de la sanguinaire répression du mouvement de révolte débuté le 26 décembre 2025 en Iran a été évalué par un réseau de médecins iraniens le 17 janvier 2026 à au moins 16 500 à 18 000 êtres humains massacrés et 330 000 autres blessés. Ce massacre bilan est malheureusement provisoire. Faut que ça saigne. L'invasion de l'Ukraine par la Fédération de Russie a tué 500 000 à 600 000 êtres humains. Ce macabre bilan est malheureusement provisoire. Faut que ça saigne. D'après les chiffres de l'association L214, en France uniquement, sont massacrés tous les jours plus de 3 millions d'êtres vivants terrestres. Les volailles représentent 68% de ce macabre décompte. Tout le reste, ce sont des bovins, des équidés, des ovins, des caprins et des porcins. Il faut ajouter aux chiffres de ce carnage journalier 200 000 êtres vivants aquatiques. Tout cela se déroule au sein d'abattoirs aux méthodes industrielles concentrationnaires dans une omerta quasi totale. En tout, ce sont 16 000 tonnes de viande qui sont englouties quotidiennement par les populations vivant sur le territoire métropolitain français. La viande hachée et surgelée des bovidés bénéficie actuellement d'une scandaleuse promotion publicitaire sous l'appellation de protéines naturelles. Cette appellation est un pléonasme, étant donné que toutes les protéines sont des polymères biologiques synthétisés par des êtres vivants grâce à des machines moléculaires complexes, les ribosomes, qui dupliquent une succession d'acides aminés à partir du code génétique d'ARN messager. Seuls les virus ne disposent pas de leur propre ribosome pour se reproduire, donc pour se dupliquer. Ils doivent pirater les ribosomes de leurs hôtes. Il s'agit de parasitisme biomoléculaire, peut-être la forme la plus ancienne de parasitisme. Les acides aminés n'ont pas besoin d'une intervention biologique pour être naturellement synthétisés. La sonde Osiris-Rex de la NASA
a récolté en 2020 sur l'astéroïde Bennu, ainsi qu'une grande variété de sel. Elle en a récolté en 2020 sur l'astéroïde Bennu, ainsi qu'une grande variété de sel. Donc la cosmochimie semble suffire à la naturelle synthèse des acides aminés. Les cellules des végétaux réalisent elles aussi naturellement cette biosynthèse protéinique, avec un coût éthique, économique et environnemental moindre que celui qui incombe à la production de protéines animales. En effet, les lentilles contiennent en moyenne 260 grammes de protéines pour 1 kg. Le prix des lentilles oscille entre 3 et 4 euros le kilogramme. Produire, conditionner et distribuer 1 kg de lentilles libère en moyenne 0,6 kg de CO2, donc 600 grammes, et nécessite environ 1200 litres d'eau, donc 1,2 m3. Le steak haché contient environ 260 grammes de protéines pour 1 kg. Comme les lentilles, le prix du steak haché oscille entre 13 et 16 euros le kilogramme. Produire, conditionner et distribuer 1 kg de steak haché libère en moyenne 60 kg de CO2 et nécessite environ 15 000 litres d'eau, soit 15 m3. Il faut aussi tenir compte du fait que les vaches qui rôtent et pètent du méthane ne se nourrissent pas naturellement de maïs fourragé, lui-même très gourmand en eau, ni de soja transgénique sud-américain, gourmand en hectares de forêts primaires défrichées et en énergie, soja OGM qui nourrit aussi volailles, bovins et porcins nationaux. Tu voulais dire quelque chose, Marc? Oui, c'est laquelle la vache qui fait le lait? La vache qui fait le lait? Le lait. Le lait. La vache qui fait le lait. Je ne sais pas. La vache. Oh la vache! Alors, en règle générale, il faut en moyenne 7 kg de protéines végétales pour produire un seul kilogramme de protéines animales. Ainsi, on peut à juste titre remarquer que les exploitants agricoles français affiliés à la Fédération nationale des exploitants agricoles, FNSEA, nourrissent la majorité des êtres vivants destinés à être envoyés dans les abattoirs nationaux afin d'y être transformés en viande, avec des protéines végétales génétiquement modifiées qui traversent l'océan Atlantique grâce à la combustion de fioul lourd, naturellement chargé en soufre. Ils sont donc des acteurs importants de l'actuel dérèglement climatique et constituent un groupe de pression financier à travers le Crédit Agricole, plus grand organisme bancaire du monde par ses échanges, qui impose par commissaires intergouvernementaux interposés notre empoisonnement au glyphosate européen Bayer-Monsanto jusqu'en 2033. Jusqu'en 2033 et au-delà, lorsque la question reviendra sur le tapis vert agricole des commissaires intergouvernementaux de l'Union militaro-industrielle nucléarisée européenne. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Et, comme au casino, la Banque centrale européenne est toujours gagnante. Arrêter de manger de la viande, c'est sortir de ce macabre et mortel jeu de dupes agro-industriels. Cela a un impact sanitaire et social aussi grand que d'abandonner un véhicule automobile au profit de la marche à pied, de la bicyclette, à ne jamais confondre avec les vélomoteurs électriques, et au profit des transports en commun. L'homme est vache avec les vaches. Notre espèce omnivore invasive a contraint des herbivores à consommer des protéines animales. Et là, je rebois un petit coup d'eau parce que si je ne mange pas de viande, je bois beaucoup de flotte. Alors, le prion. Le prion qui n'a rien à voir avec Prion mes frères et autres congrégations. Le prion est une protéine naturelle d'origine animale. Lorsque ce biopolymère souffre d'un mauvais repliement moléculaire, le prion devient pathogène, transmissible entre espèces par ingestion. Cette protéine provoque alors une mortelle dégénérescence du système nerveux central. Chez nos amis les vaches, alors appellation réservée à celles et ceux qui ne les mangent pas,
Cette protéine les rend folles. Dans le cas des vaches, on parle spécifiquement d'encéphalopathie spongiforme bovine. Il s'agit d'une des formes d'encéphalopathie subaiguë spongiforme transmissible, ESST, ou maladie à prions. Cette épisodie liée à la consommation de viande bovine a fait, entre les années 1986 et 2017, 223 victimes humaines, dont 27 en France. L'usage de farines animales comme apport protéinique dans l'alimentation du bétail était à l'origine de cette épisodie. Impossible de trouver des sources fiables au sujet du nombre de bovins massacrés et incinérés de manière prophylactique pour endiguer cette épisodie. Quant à son origine, elle est indéniablement capitaliste et bureaucratique, comme dans le cas de l'affaire du sang contaminé par le sida. En 1981, les températures de stérilisation des farines animales ont été abaissées et l'étape d'extraction des graisses par solvant a été éliminée. Cette simplification du protocole visait à améliorer la rentabilité de la filière. Aujourd'hui, et depuis le samedi 1er juin 2013, les poissons d'élevage sont autorisés par les commissaires intergouvernementaux de l'Union européenne à consommer des protéines naturelles sous forme de farines animales. Les mégabassines, dont plusieurs sont aujourd'hui déclarées illégales, notamment celle de Sainte-Soline, ont été néanmoins défendues manu militari par des troupes préfectorales, in fine au service des intérêts particuliers de grands groupes agroalimentaires, au détriment des biens communs que sont les ressources en eau douce, le climat et la salubrité des territoires. Les incivilisations J'aimerais que tu viennes t'asseoir là, Pierre, s'il te plaît. Les incivilisations militaro-industrielles nucléarisées aménagent et exploitent avec une efficacité capitaliste et une rentabilité obligatoire des territoires qu'elles refusent de partager avec les espèces animales non domestiques et les propres membres de son espèce non munis de papier d'identité. Faut que ça saigne. Les représentants de la gauche nationale électoraliste et néanmoins collaborateurs de la gouvernance de l'Union européenne se réjouiront avec l'éleveur de brebis et député de la gouvernance intergouvernementale de l'Union européenne jusqu'en 2019, M. José Bové. On va enfin pouvoir de nouveau tuer légalement le loup en France, sans aucune autorisation préalable. Cet animal est responsable d'un manque à gagner pour les caves de Roquefort et d'un préjudice matériel porté à la filière française de viande ovine. Il en va de l'avenir républicain des fêtes confessionnelles, qu'il s'agisse de la PAC, à ne pas confondre avec la politique agricole commune, de la gouvernance intergouvernementale de l'Union européenne, et du Ramadan, qui cette année a débuté le 17 février et se terminera le 19 mars prochain. Que pour les musulmans. En juin 2025, les commissaires intergouvernementaux de la gouvernance de l'Union européenne se sont saisis de cet épineux dossier. Ils ont décidé de reclasser le loup. Il passe d'espèces strictement protégées à espèces protégées. Les 27 États membres vont enfin pouvoir protéger moins strictement les populations lupines. Dans la foulée, l'État français a décrété le 23 septembre 2025 qu'il permettrait aux éleveurs en 2026 de tuer des loups sans autorisation préalable en cas d'attaque de leurs troupeaux. Autrement, et actuellement, les populations lupines vivant sur les territoires métropolitains français sont évaluées à environ 1100 individus. 1100 individus, hein. Avec ces mesures bureaucratiques européennes et grâce aux bras armés des premiers écologistes de France, nous risquons réellement de ne plus rien avoir à protéger en 2030. L'homme est un loup pour le loup. Notre espèce omnivore invasive accapare les ressources carnées de tous les territoires. Comme pour tous les cacas, les pipis, les capitalistes, le partage n'est jamais une option. Sauf lorsqu'il s'agit de se partager entre alliés capitalistes le butin de rapines guerrières. Les carnages sont toujours par contre de juteuses opportunités militaro-industrielles pour tous les capitalistes thermonucléarisés. Une récente analyse de la répartition des différents isotopes du carbone piégés dans l'émail de dents fossiles d'Australopithecus africanus, 2,5 millions d'années en Afrique du Sud,
révèle un régime végétarien, remettant en cause l'idée que la consommation de viande aurait été un facteur déterminant des débuts de l'humanité. Et moi, je vais dire de tout temps, les animaux, même la mégafaune, se retrouvent autour du point d'eau. Et là, mon point d'eau, c'est San Pellegrino. Hein. Donc, je vais bientôt y arriver, mon Pierre. Mais on est obligé de redémarrer une deuxième fois parce qu'on a eu un petit problème technique et donc tu n'arrives pas exactement au moment où j'aurais voulu. Tu vas supporter? J'espère. Alors, une étude pluridisciplinaire a été réalisée en 2024 par 8 chercheurs de l'université de Cambridge à partir de plus de 300 publications scientifiques. Son titre, Les extinctions de la mégafaune à la fin du Quaternaire, motifs, causes, conséquences écologiques et implications pour la gestion des écosystèmes à l'Anthropocène. Contrairement à l'idée reçue, la mégafaune n'était pas constituée exclusivement d'animaux géants, tels les mammouths, les rhinocéros laineux et les paresseux géants. Elle est aussi constituée d'animaux dont la caractéristique principale est de peser plus de 44 kg. L'espèce humaine fait donc partie de la mégafaune survivante. Ces 50 000 dernières années, parmi les mammifères dont fait partie notre espèce invasive, d'après les restes retrouvés jusqu'à présent, ce sont 161 espèces de la mégafaune qui ont disparu, dont 46 espèces de méga-herbivores. Les 11 espèces de mammifères méga-herbivores qui vont survivre à cette récente extinction connaîtront toutes une baisse drastique de leurs effectifs. Ce sont les éléphants, les rhinocéros, les hippopotames, les buffles, les bisons. Durant toutes les périodes glaciaires antérieures à l'apparition du genre Homo sapiens, les mégafaunes n'avaient jamais connu de semblable extinction. Les changements climatiques ne seraient donc pas les facteurs déterminants de celle-ci, sauf peut-être dans le nord tropical du Queensland, du continent australien, à cause d'une forte sécheresse. Partout ailleurs, la montée en puissance des techniques de chasse de groupes humains plus étoffés et mieux organisés débute le cercle vicieux d'une croissance démographique liée à l'accès aux immenses ressources de protéines animales que constituait cette abondante mégafaune. Malheureusement, ces grands herbivores avaient des temps de gestation longs et une progéniture réduite. Ils étaient par leur taille adaptés pour résister aux carnivores, mais totalement vulnérables face aux immenses pièges utilisés par des groupes organisés d'Homo sapiens ayant la maîtrise du feu, des outils et des armes qui collaboraient peut-être déjà avec des canidés. La pression écologique de la consommation de protéines animales a fini par prendre le pas sur le lent renouvellement naturel de la majorité des espèces de la mégafaune. Le rédacteur principal de cette étude, le biologiste Jan Christian Svenning, l'a conclu en ces termes. Nos résultats soulignent la nécessité de mener des efforts actifs de conservation et de restauration. En réintroduisant les grands mammifères, nous pouvons contribuer à rétablir les équilibres écologiques et à soutenir la biodiversité qui a évolué dans des systèmes riches en mégafaune. Les conseils avisés de ce biologiste sont l'antithèse de ce que font actuellement les cybergouvernances de toutes les incivilisations militaro-industrielles nucléarisées. Je pense qu'il faudrait donc débuter l'Anthropocène, cet âge où les activités humaines ont un impact équivalent, voire supérieur aux forces géophysiques sur la biosphère de la planète Terre, non pas en 1950 avec le début de l'abominable ère atomique, mais avec le milieu de l'extinction de la mégafaune vers moins 25 000 ans. Et là, je vais vous montrer l'affiche d'un colloque qui a eu lieu organisé dans le bureau, au premier bureau de l'Assemblée nationale française. Voilà, j'avais le projet de participer le 18 février dernier, c'est moi, de 16h à 19h, au premier bureau de l'Assemblée nationale, au colloque intitulé « Nucléaire, protégeons tous les travailleurs et travailleuses du secteur ». Alors, c'est une amie qui m'avait signalé la tenue de ce colloque. J'avais transmis le lien de l'inscription obligatoire en ligne avant le 11 février 2026 à mon ami Pierre Merechkovski. Nous nous sommes tous les deux inscrits en ligne, mais ni lui ni moi, pour des raisons disjointes, n'a finalement participé à ce colloque. Alors, est-ce que tu veux expliquer pourquoi tu n'as pas participé? Alors moi,
je pense que je veux bien m'inscrire à n'importe quoi avec le QR code et tout. Parce que bon, je trouve ça un peu bizarre qu'il faille s'inscrire. Mais dans mon esprit, justement, c'est ça qui est passionnant. Le fait que je m'inscrive ne m'engage pas à venir. C'est pas parce que je réponds à un document disant que je vais venir à telle heure à l'Assemblée nationale pour écouter. Au bureau de l'Assemblée nationale. Enfin, j'en sais rien, le bureau. Pour écouter un bureaucrate parler du nucléaire. C'est lui qui me dit remplissez ce formulaire, je le remplis, nom, adresse, prénom, qualité, mail. C'est pas pour ça que ça m'engage à. Je peux prendre juste un petit coup. Oui, mais je vais donner C'est pas pour ça que ça m'engage à quoi que ce soit. Ça m'engage. C'est pas parce que je réponds à un règlement administratif que je dois y aller. Ça donne quoi avant de parler? Voilà. Alors, ça c'est le premier point. Le second point est plus théorique. Je pense quand même qu'après avoir créé cette zone de perturbation dont tout le monde se fout, d'ailleurs, y compris le président de l'Assemblée nationale, que je me sois inscrit à un truc où je ne suis pas allé, tout le monde s'en fout. À ceci près que si tout le monde faisait ça, s'inscrire à du truc et qu'il n'y allait jamais, là, ça ouvre une perspective. Déjà, l'idée de tourner en rond samedi devant des supermarchés pour que plus personne puisse acheter quelque chose, c'était intéressant en soi. Mais l'idée de multiplier les demandes qu'on va aller à tel endroit, à la FNAC et qu'on n'y va jamais, ça peut être intéressant parce que ça voudrait dire qu'ils ne seront acceptés que ceux qui ne se seront pas inscrits. Alors là, on rentre dans un truc... Même Staline n'avait pas trouvé ça. Même Staline. Bon. Alors, au niveau plus théorique, moi je pense que c'est une grave erreur, très grave erreur, d'aller à l'Assemblée nationale parce que c'est leur reconnaître une existence. C'est-à-dire, c'est dire, il y a un machin qui s'appelle Assemblée nationale. On va avoir une convergence, parce qu'après je vais m'exprimer sur mes raisons, et là je vois une convergence. Bon, dans ce cas-là, c'est très embêtant, il faudra trouver, dans ce cas-là, un point de désaccord. Oui. J'en trouve rien. Non, mais c'est pas pour faire le pit, parce que tout ce qui est convergent, à mon avis, ne présente pas grand intérêt, parce que ça veut dire que la question est résolue, la question est posée, on a examiné plusieurs solutions, on a trouvé une convergence. C'est du donc solutionnisme. Voilà, donc la question n'existe plus, c'est totalement crétin. Oui. C'est pas parce qu'on répond à une question que la question cesse d'être. Voilà. Bah, bien sûr. Ah non, pas bien sûr. Non, là je demande de retirer ce bien sûr. Ah non. Le bien sûr, non, est en trop. Parce que ça sous-entend que ce que je dis. Oui, non, mais t'as raison, aucun bien n'est sûr. Non, j'ai pas raison non plus. Donc je te demande. Non, mais tu as tort d'avoir raison. Bon, Voilà. Bon, alors je continue. Voilà. Donc c'est une grave erreur stratégique d'aller là où il y a les caméras, où il se passe quelque chose, parce que c'est reconnaître leur légitimité. Ça veut dire qu'on s'intéresse à eux, qu'on en parle, et je pense qu'il vaut mieux les ignorer. C'est-à-dire rentrer dans un processus dans lequel le réel du pouvoir ne nous atteint pas parce qu'il n'existe pas. Alors d'où cette idée, voilà, donc je pense que c'était une mauvaise idée d'aller là-bas. Bon, d'une part il y avait le risque quand même parce que c'était avant les attentats, je sais pas quoi. Parce que là je pense qu'ils tirent à la carabine quand même. Je sens que si on n'est pas invité, si on rentre de force, je pense qu'ils tirent à la carabine. Et ils diront, il y avait un mec avec des cheveux longs, un autre sans cheveux longs, mais ils avaient tous les deux mêmes lunettes. Alors j'ai lu ça dans un roman israélien. En fait, il y a des critères assez précis, mais je n'ai pas encore fini de dire. Il y a des critères assez précis où on peut savoir si l'homme ou la femme a une ceinture et doit se faire sauter la gueule. Alors j'ai pas lu le roman policier en entier, mais ça m'a déjà fasciné de la première page parce qu'en fait, il y a 2 pages où on t'explique, mais c'est sérieux, hein, c'est une bible du mec qui va se faire sauter. Qui transpire. Ah ben, je sais pas, je vais pas tout. Alors, mais il pourrait donc s'inspirer de cette Bible, à dire, ben voilà, ils allaient faire sauter l'Assemblée nationale et pas. Bon, donc déjà, je trouve ça pas très intéressant. Et en plus de ça, quel intérêt de parler à des gens qui, de toute façon, le micro, à demain, qui ne veulent pas nous écouter, Oui.
Alors, si on vient, c'est pour faire la figuration. Et après, si on prend la parole, ils diront, vous voyez comme on est démocratique, on vous a laissé parler. Exactement. Eh bien, est-ce que je peux intervenir? Voilà. Alors, moi j'avais Mais c'est con, Mais il n'est pas là, justement. Fabrice. Non, mais je t'expliquerai pourquoi. Alors, moi, j'avais l'intention de passer à ce colloque parce que j'avais envie de poser cette question. Comment se protéger toutes et tous contre les dispersions volontaires et involontaires de radionucléides naturels et artificiels, tout en augmentant de 1 milliard d'euros le budget 2026 consacré à la modernisation des abominables arsenaux thermonucléaires français, en contradiction avec les clauses de désarmement du TNP, traité international conclu en 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires, auquel adhère l'État français en 1992. Oui, mais après réflexion, suite au traitement fasciste qui m'avait été infligé par des militants de la secte nationaliste France Insoumise, parce que ce colloque était organisé par la France Insoumise, sur la place parisienne de la République, le dimanche 11 mars 2018, lors du triste 7e anniversaire de la catastrophe nucléaire perpétuelle de Fukushima, et parce que l'émission Radar numéro 42 du jeudi 15 mars 2018, intitulée Légitime défiance, avait mystérieusement et définitivement disparu de la page Radar Facebook, le soir même de sa diffusion en direct, je me suis dit que ma seule présence à ce colloque, organisé par des élus de cette dangereuse secte nationaliste, leur donnerait à peu de frais une caution démocratique ainsi qu'une caution antinucléaire auquel, d'après moi, ils n'ont pas droit. En effet, durant l'émission Radar 42, j'avais évoqué ce qui s'était passé le dimanche 11 mars 2018 sur la place de la République. Ouais, mais là, c'est pas sérieux. Mais si, Pierre, c'est sérieux. Muni de ma déclaration préfectorale de manifestation prévue sur la place parisienne de la République le dimanche 11 mars 2018 de 15h à 18h, dont l'objet était commémoration de la catastrophe de Fukushima sous la forme d'un rassemblement statique, je déploie ma banderole peu après 15h, sur laquelle est écrit « Arrêt immédiat, définitif et inconditionnel de toutes les installations nucléaires ». Je suis restreint à l'extérieur d'un espace clôturé par les organisateurs du rassemblement politique LFI-RSN pour une sortie du nucléaire en 25 ans toujours reportée avec promotion des éoliennes industrielles offshore. Les carnets de commandes pleins de la DCNS, qui fabrique et vend des sous-marins anaérobiques, chasseurs de sous-marins nucléaires, ne seront pas évoqués lors du discours du gourou de la SEC LFI. Pourtant, couler un sous-marin nucléaire n'est pas ce que l'on peut faire de mieux pour les écosystèmes marins. Mais cela constitue néanmoins le socle doctrinal d'une économie de la mer à la mode insoumise. Mais dans ce cas-là, Les violents adeptes du leader militariste et nationaliste qui est M. Jean-Luc Mélenchon ont décidé unilatéralement que ma présence et mon message n'étaient pas à leur goût. Ils m'ont jeté violemment au sol avec ma banderole du réseau zéro nucléaire, mon appareil photographique réflexe numérique Canon 602 en bandoulière et mon sac à dos contenant entre autres mon enregistreur audio numérique Zoom 4 HN. Je devais fermer ma gueule et dégager d'ici. Je me suis relevé avec difficulté grâce à l'intervention salutaire de quelques militants kurdes qui manifestaient contre les bombardements criminels de l'État-nation turc en Syrie. J'ai protesté contre les méthodes fascistes de mes agresseurs en leur montrant mon dépôt de déclaration de manifestation en exigeant de retrouver immédiatement mes libertés de circulation et d'expression. Ces individus persistaient à me ceinturer tout en me menaçant de nouvelles violences. Voyant que je n'excéderais pas leurs menaces, ils m'ont de nouveau jeté au sol et ils ont répondu à mes protestations énergiques face à leur violence fasciste par des doigts d'honneur, prétendant que si j'étais par terre, c'est que je ne tenais pas sur mes jambes. La manche droite de mon anorak était déchirée, l'autofocus de l'objectif de mon appareil photographique définitivement HS, mon enregistreur audio numérique heureusement indemne. J'ai effectué mes 3 heures de présence militante en hommage à toutes les victimes du lobby nucléaire mondialisé onusien, promu statutairement par l'Agence internationale à l'énergie atomique et par les 5 États-nations membres permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, qui imposent à toutes les populations un abominable et permanent chantage terroriste thermonucléaire. Une des personnes avec lesquelles j'ai échangé durant cette présence militante m'a informé que j'étais qualifié de drogué par mes agresseurs, qui jouaient les gros bras à l'entrée du meeting politique de leur gourou, en vue des déchéances électorales de la gouvernance intergouvernementale de l'Union européenne de 2019. L'un d'eux sirotait tranquillement une canette de bière. Voilà les raisons pour lesquelles j'ai décidé de ne pas participer à ce colloque. Je tiens à ajouter que le 11 mars prochain,
je ne participerai pas à la célébration du triste 15e anniversaire de la catastrophe nucléaire perpétuelle de Fukushima, organisée à huis clos pour cause de déchéance électorale municipale par l'entreprise électoraliste Sortir du nucléaire, avec la complicité de la secte nationaliste France Insoumise. Voilà. Mais peut-être que tu as trouvé ça long, mais moi je trouve quand même salutaire, vu qu'on a fait passer C'est un peu court. l'émission Radar aux oubliettes. Et en plus, Marc peut en témoigner. Marc a écrit à Facebook, parce qu'on avait toujours le lien, et le lien arrivait dans une impasse. Il leur a dit envoyez le fichier, hein, si vous ne voulez pas le mettre, nous on a envie de le récupérer. Et il n'a eu aucune réponse. Ça a été par le mon cul, ma tête est malade. Alors, ce qui devrait achever l'Anthropocène, tel que je l'ai défini précédemment. C'est-à-dire que l'Anthropocène, ils le font commencer en 1950 avec l'ère atomique, alors que moi je le fais commencer quand on fait détruire la mégafaune. Oui. Quelle était ton intention? Est-ce qu'il n'y a pas d'intention? Il n'y a aucune intention. Il n'y a aucune intention. Ah, c'est ça. L'intention, c'est de faire en sorte que ce qui a été dit en 2018, c'est-à-dire il y a maintenant 8 ans, soit redit et puisse être accessible. Oui, mais quel est l'intérêt que... Eh bien, c'est qu'il y a des gens qui s'étonnent aujourd'hui. Non, mais je parle par rapport à moi. Quel est l'intérêt que... C'est que moi, je trouve que tous les hypocrites qui s'étonnent aujourd'hui que la France Insoumise est une secte nationaliste, avec des éléments violents, donc fascistes, Oui, sont des hypocrites. Oui, mais pourquoi Voilà, pas? Mais voilà. quel intérêt, quelle était Bah, l'intention? je sais pas, moi D'accord. Non, mais par rapport à ma personne. Ah, par rapport à ta personne, Oui. ça j'en sais rien, ça je peux ça, pas parler à ta place. Non, Pierre. bah, ça c'est sûr. Voilà. Ça, c'est sûr. Alors, Tu ne peux pas parler à ma place. ah non, certainement pas, certainement pas. Alors, Ça, donc j'ai défini l'Anthropocène, moi, comme commençant à moins 25 000 ans. Et s'achevant justement, mais la fin, cet achèvement, moi je mettrais la date du premier transistor qui fut fabriqué en vue d'être commercialisé. En 1951. Et donc, cette date débute l'ère du cybersène. Cette ère nouvelle pourrait marquer la fin de notre espèce ou, à contrario, nous faire prendre conscience de la chance qui est la nôtre d'être vivant, même si ce n'est que pour un bref passage à l'échelle des temps géologiques et cosmologiques sur la planète mère Terre, dont notre espèce est une petite part actuelle de la biosphère. Cette planète vivante est le seul véritable bien commun que nous avons le devoir de partager avec tous les autres êtres vivants. Voilà. Et donc, avant de terminer et de conclure, je vais vous dire de ne pas oublier notre prochain rendez-vous mensuel, tourné en direct le jeudi 2 avril 2026. Et cette 177e émission Radar sera diffusée, comme celle de ce soir, en différé sur nos pages Radar Facebook et YouTube. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci Pierre, merci Marc, merci Nina d'être passée même si elle est partie. Merci Bruno qui je crois est parti aux toilettes. Voilà, et donc merci d'être fidèle à cette émission Radar. Bonsoir.